Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Trump, votre rendez-vous avec la politique américaine. Une politique américaine complètement folle, tellement le président Donald Trump bouleverse le monde quasiment tous les jours. On est ensemble pour une petite heure, pour revenir évidemment sur toutes ces actualités qui ont marqué la semaine aux États-Unis. Et avant de me tourner vers mes experts qui m'accompagnent chaque vendredi, je vous ai sélectionné les 3 actualités qui m'ont marqué cette semaine. Et on commence évidemment avec le plan de paix américain qui a été légèrement remis à jour, notamment avec ce qu'on a proposé nous, Européens, mais j'aimerais revenir à l'origine de ce plan. Et comment expliquer qu'on ait pu retrouver quasiment toutes les demandes russes dans cette proposition américaine? Et peut-être que ça s'explique par un visage, c'est lui, Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain à Moscou et homme de confiance aussi de Donald Trump. Déjà, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais cet homme est persuadé que la Russie veut la paix. Steve Witkoff, qu'est-ce que vous pensez de Vladimir Poutine? I liked him. Yep. I thought he was straight up with me. Many people would say, you know, I shouldn't have had because Putin is a bad guy. I don't regard Putin as a bad guy. That is a complicated situation, that war, and all the ingredients that led up to it. And it's never just one person. Bah oui, c'est pas un méchant, Poutine, et c'est compliqué de dire que c'est la faute d'une personne, même si ici, c'est la faute, effectivement, d'une personne. Et puis regardez aussi cette image qui a beaucoup tourné, un Steve Witkoff qui rencontre justement Vladimir Poutine. En plus, les images, vous le voyez, elles sont directement publiées par le Kremlin. Un Steve Witkoff qui met sa main sur son cœur au moment, justement, où il aperçoit le président russe. Mais c'est pas tout. Le plus dingue avec ce Steve Witkoff, ce sont ces 2 appels téléphoniques révélés par l'agence de presse Bloomberg. Regardez ça, le premier date du 14 octobre. Et on y entend Steve Witkoff qui explique à Yuri Ushakov. Yuri Ushakov, c'est un ancien ambassadeur russe à Washington, comment flatter Trump pour obtenir ce qu'il veut. Yuri, voici ce que je ferai moi. Ma recommandation, j'appellerai pour simplement réitérer que vous félicitez le président pour cet accomplissement, que vous l'avez soutenu, que vous respectez le fait qu'il soit un homme de paix, et que vous êtes vraiment heureux d'avoir vu cela arriver. Je dirais ça. Je pense qu'à partir de là, l'appel sera très bon. Des révélations qui font l'effet d'une bombe aux États-Unis. Et Donald Trump lui-même, il a été interrogé sur cette affaire et pour lui, c'est du business as usual. Écoutez. Well, I haven't heard it, no, but that's a standard thing, because he's got to sell this to Ukraine, he's got to sell Ukraine to Russia. That's what a deal maker does. Et on n'est pas tellement surpris, à vrai dire. Et voilà donc l'explication de comment on a pu retrouver toutes les demandes russes dans un plan de paix proposé par les intermédiaires américains. Justement, parlons ensuite de Thanksgiving. Oui, un rituel, une tradition américaine qui voit le président accorder la grâce présidentielle à des dindes, gobble et waddle dans ce cas-ci. C'est ce qu'on appelle le turkey pardon. Are you ready? Gobble. I just want to tell you this, very important. You are hereby unconditionally pardoned. Praise the Lord. Praise the Lord. L'occasion aussi pour Donald Trump de remettre en cause les grâces présidentielles accordées par Joe Biden à la fin de son mandat. Est-ce que vous vous souvenez de ceci, ce fameux autopen, ce bic automatique qui permettait à l'administration Biden, en quelque sorte, de signer des documents pour lui. Et pour Donald Trump, les grâces accordées aux dindes de l'ex-président sont donc invalides. Et puis, il n'y a pas que Joe Biden dans la ligne de mire de Donald Trump. Écoutez ce qu'il a dit sur 2 figures du camp démocrate. I was going to call him Chuck and Nancy. But then I realized I wouldn't be pardoning them. I would never pardon those 2 people. Voilà, Trump qui ne manque pas une occasion d'égratigner ses adversaires. Et j'ai encore une petite chose à vous montrer. C'est lié à ce qui s'est passé cette semaine à Washington. Un homme, un Afghan, a ouvert le feu sur 2 membres de la garde nationale. Cet homme aurait travaillé avec les Américains en Afghanistan pour la CIA, de ce qu'on en sait. L'une de ces 2 membres de la garde nationale est malheureusement décédée. Et Donald Trump, il a une nouvelle fois, il en a profité pour s'en prendre à Joe Biden qu'il avait laissé entrer dans le pays. Écoutez. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden. Mais attendez, il est entré en 2021 aux États-Unis, ce monsieur. C'était donc sous Joe Biden. Il a raison, Donald Trump. Pas exactement. What we know is that he comes here from Afghanistan in the summer of 2021. He applies for asylum in December of 2024. Now he goes through another vetting process involving that, and he's approved for asylum in April of this year under the Trump administration. Une nouvelle fois, le président américain qui se perd dans ses attaques. Et la question a été posée par une journaliste, la pauvre. Écoutez ce qu'elle dit et écoutez de nouveau la violence de la réponse du président américain.
Your DOJ IG just reported this year that there was thorough vetting by DHS and by the FBI of these Afghans who were brought into the U.S. So why do you blame the Biden administration Because for they what let this them man in. did? Are you stupid? Are Well, you no. a stupid person? Because they came on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here, and you're just asking questions because you're a stupid person. Ouais, pas facile d'être journaliste aux États-Unis en ce moment, encore moins quand on est une femme. Le plan de paix américain pour l'Ukraine, la guerre entre certains démocrates et Pete Hegseth, ou encore toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis. Tout ceci, vous allez le retrouver dans Planète Trump, et ça tombe bien, ça commence tout de suite. Depuis l'année dernière, nous vivons toutes et tous à nouveau sur la planète Trump, tellement chaque mot prononcé par le président américain, chaque geste du leader de la première puissance mondiale a un impact sur le monde entier, notamment sur vous qui nous regardez. On va prendre le temps de revenir sur tous ces grands moments de la politique américaine qui ont justement rythmé cette semaine. Et pour bien tout comprendre, j'ai avec moi trois experts évidemment. Tout d'abord, bonsoir Stéphane Rosenblatt. Bonsoir Jim. Ravi de vous retrouver Stéphane, vous êtes consultant pour les matières internationales et spécialiste des États-Unis. À vos côtés, c'est Simon Desplanques. Bonsoir Simon. Bonsoir. Merci d'être là aussi Simon, vous êtes professeur de relations internationales à l'UC Louvain, spécialiste de la politique étrangère américaine et puis co-auteur aussi de ce podcast, 20 minutes pour comprendre. Et enfin, un visage bien connu évidemment des téléspectateurs d'LS24 et de Planète Trump. Bonsoir Serge Jomain. Bonsoir Jim. Professeur d'histoire contemporaine à l'ULB et spécialiste évidemment des États-Unis. Merci à tous les trois de donner de votre temps pour nous éclairer sur tout ce qui se passe dans ce pays, dans le pays de Donald Trump. Et on commence par cette actualité qui a rythmé toute la semaine. Les Américains ont donc proposé un plan de paix aux Ukrainiens, un plan de paix qui semblait reprendre quasiment mot pour mot les propositions russes. Commençons par ce point en image sur toute cette affaire avec Marie-Jean Riès. C'est un intense ballet diplomatique qui se joue depuis une dizaine de jours. Révélé la semaine passée, le plan américain prévoyait initialement que l'Ukraine cède à la Russie les régions de Donetsk et Lugansk. Un plan très favorable aux Russes, mais considérablement amendé cette semaine après des discussions avec des délégations européennes et ukrainiennes. Vladimir Poutine a fait savoir hier qu'il désapprouve la nouvelle proposition. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Une menace dénoncée par son homologue ukrainien. Але чи буде мир, залежить не від погроз Росії, не від того, які там ультиматуми звучать, а від того, які умови забезпечить світ, щоб не можна було продовжувати цю агресію. En déplacement en Islande hier, le secrétaire général de l'OTAN a salué les efforts de Donald Trump pour la paix en Ukraine. Russia has paid a high price for marginal gains, and Ukraine continues to defend itself with courage. There's tremendous renewed energy around the peace process, and for that, I want to commend US President Trump. La prochaine étape devrait être la visite de Steve Witkoff en Russie, mais l'émissaire de Donald Trump est au cœur d'une polémique. Cette semaine, l'agence de presse Bloomberg a révélé une conversation téléphonique avec un conseiller diplomatique russe, un échange dans lequel Steve Witkoff semble très proche de son interlocuteur et le conseille même sur la façon d'aborder Donald Trump. Des révélations qui remettent en question la probité de l'envoyé diplomatique des États-Unis, mais qui ne semblent pas embarrasser le président américain. That's what a deal maker does. You got to say, look, they want this. You got to convince them with this. You know, that's a very standard form of negotiation. De nouvelles discussions auront donc lieu la semaine prochaine. Pendant ce temps, en Ukraine, les combats continuent. Et pour le moment, la paix semble encore loin. Stéphane Rosenblatt, on va parler évidemment de Steve Witkoff et de la résonance qu'il y a eu cette affaire, notamment aux États-Unis. Mais avant ça, Trump, il cherche une victoire diplomatique assez rapide. Donc autant prendre le parti du camp le plus fort. C'est un petit peu potentiellement le raisonnement qu'il a en tête, selon vous, le président américain ? Oui, et le plus extraordinaire, c'est qu'on ne parvient pas à s'habituer finalement à un processus qui se répète toujours de la même manière. C'est toujours la même chose en fait. Un premier temps, voilà, il y a une opportunité choisie par Donald Trump d'enfoncer les Ukrainiens, de donner raison à la Russie par des fuites diverses. On parvient à rattraper la situation avec l'appui de l'Europe ou l'appui des alliés de l'OTAN et à essayer de rattraper tant bien que mal une situation, mais qui toujours à la base donne raison aux arguments russes depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, que ce soit après la visite de Zelensky à la Maison-Blanche, sa première visite, que ce soit, vous vous en souvenez, l'épisode des Tomahawk, les fameux les missiles à longue portée qui étaient quasi donnés à l'Ukraine, bon, j'exagère sans doute, et puis une fuite opportune, un coup de fil opportun
opportun avec Vladimir Poutine fait que ces Tomahawks n'ont jamais été donnés à l'Ukraine. On se retrouve à nouveau avec un plan qui est favorable, comme depuis le début d'ailleurs, favorable à nouveau aux avec arguments même russes. des traductions Voilà. littérales du Alors russe à l'anglais. Voilà, hein. ici, la grosse différence, c'est qu'on a un peu du background. Et le background, ce sont ces fameuses fuites venant des conversations entre Steve Witkoff, qui, il faut le rappeler, n'est pas un diplomate, mais bien un ami proche, un homme de main, quelque part, de Donald Trump dans l'histoire, et un homme d'affaires qui voit beaucoup de business à faire avec la Russie, et donc qui a des relations excellentes avec Vladimir Poutine. Et puis ici, voilà, il se fait qu'il y a eu la fuite et qui explique finalement de manière explicite la proximité qui existe entre Vladimir Poutine et les arguments plutôt des diplomates russes et Steve Witkoff. Et au bout du compte, à nouveau, on se retrouve avec l'horreur, hein, entre guillemets, au départ, c'est-à-dire profitant là encore d'une situation particulière qui est la faiblesse du président Zelensky, avec une histoire de corruption au sein même du gouvernement ukrainien qui le met en position fragilisée. Donc on profite de cette situation à nouveau pour avancer. Et puis voilà, et puis les Européens parviennent à tant bien que mal, en fait, éviter la catastrophe pour finalement se retrouver dans une impasse, parce qu'au bout du compte, quels que soient les arguments depuis que cet épisode et ce feuilleton en fait se déroule, c'est le refus de la Russie de ne pas avancer tant que la totalité de ces arguments ne sont pas pris en compte. Et c'est ce qui est en train d'arriver ces jours-ci. J'ai pas pu vous mettre aussi la réponse de Trump parce qu'un journaliste lui demande à bord d'Air Force One mais comment vous expliquez qu'il y ait autant de territoires qui doivent retourner du côté russe? Il a répondu écoutez, de toute façon, si je laisse faire, c'est ce qui va se passer, puisque les Russes vont reprendre ce territoire. Donc évidemment, une rhétorique sur laquelle on pourrait s'arrêter quelques minutes, mais qui ne tire pas tellement la route pour l'instant. Simon Desplanques, justement, est-ce qu'on peut dire ici que les États-Unis, ils ont testé quelque chose politiquement avec ce premier plan, ou est-ce qu'on est vraiment face à une erreur diplomatique à vos yeux? Pour moi, on est vraiment dans la poursuite d'une dynamique que Stéphane illustrait très bien. En fait, c'est l'éternel retour du même. Et on a l'impression que Trump a juste envie d'une chose, c'est que ça se termine, quoi qu'il arrive, pour mettre le conflit sous le tapis et faire des deals, parce que c'est ce qu'il aime, des deals évidemment économiques et pas politiques. Sauf qu'en face, il a des adversaires qui ont des velléités politiques et il ne semble pas vouloir comprendre. Je pense surtout qu'en fait, ce qui risque d'arriver à moyen terme, c'est qu'à un moment donné, il présente ce qu'il considère être son meilleur deal, et puis en fait lâche tout le monde en race campagne en se disant écoutez, alors continuez à vous battre comme ça. C'est plus ou moins ce qu'il a fait. Hein. Il a donné un ultimatum à Zelensky, il est revenu dessus parce qu'il a vu que ça allait pas se passer comme ça. Oui, l'ultimatum de Thanksgiving, etc. Maintenant, ce qui, entre guillemets, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais pourrait peut-être temporiser cette attitude du côté de Trump, c'est qu'il y a quand même des deals intéressants à faire d'un point de vue économique, effectivement, que ce soit dans le Donbass avec les terres rares. On se rappelle de ce qui avait été proposé il y a déjà quelques mois maintenant, tout ça, dans l'une des premières moutures du plan de paix, et aussi avec la Russie, on l'a rappelé, avec notamment les liens que Witkoff peut entretenir et tout l'entourage proche de Trump pourrait entretenir avec l'élite économique russe. Ouais, je vais vous passer tout à l'heure aussi un journaliste qui est basé en Géorgie, qui a écrit un livre, justement, alors je vais retrouver le titre, ce livre il est absolument dingue, Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes. Vous allez voir, c'est super intéressant. J'aimerais aussi vous dire qu'on ne sait pas encore très bien qui a fait fuiter ces appels de Steve Witkoff. Il y en a qui disent que c'est la CIA, il y en a qui disent que ce sont peut-être même les Russes, il y en a qui disent même peut-être un pays de l'Union européenne pour tenter justement de contrecarrer ces négociations. Mais avant d'y venir, Serge Jomin, Steve Witkoff, il conseille les Russes sur la manière de convaincre Donald Trump. Il faut le flatter. Alors là, je pense que n'importe lequel d'entre nous aurait pu aussi conseiller les Russes à ce niveau-là. Est-ce que c'est un scandale diplomatique ou, comme l'a dit le président américain, c'est juste la réalité des négociations modernes en diplomatie? Ah non, certainement pas, mais c'est la réalité des négociations telles que les voit Donald Trump, telles que les voit finalement un certain nombre de personnalités du monde des affaires. Parce qu'en fait, c'est ça. Parce qu'on a Steve Witkoff, de l'autre côté, Kirill Dmitriev, qui est quelqu'un, on n'a pas encore dit, mais qui a fait toute sa formation aux États-Unis. Il a été à Stanford, il a été à la Business School d'Harvard, donc il connaît très bien les États-Unis. C'est le conseiller de Poutine auprès de Trump presque, d'une certaine manière. Voilà, alors c'est effectivement le conseiller, c'est un des conseillers de Poutine, mais par contre, il n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde que Sergueï Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères, qui lui est un vrai diplomate. Et ici, on a en fait cette nébuleuse de gens des milieux d'affaires qui discutent entre eux, qui essayent de faire des deals et qui n'ont aucune formation comme diplomate. Et alors, on a vu déjà Steve Witkoff, on l'envoie un peu partout, on l'a envoyé à Gaza. Alors à Gaza, on a évidemment eu des belles images du sommet de Sharm el-Sheikh, mais on voit que quand on entre dans les détails, rien n'est vraiment
totalement réglé. Et donc ici, on a un petit peu, comme Simon l'a dit, la volonté de terminer le plus rapidement la guerre, quel que soit le prix à payer pour les Ukrainiens. Et il faut savoir que Donald Trump n'a pas beaucoup d'empathie, alors pour personne, on le sait, mais particulièrement pas pour les Ukrainiens, parce que voilà, les choses passent très vite, mais il faut tout de même se rappeler que la première procédure d'impeachment avait été lancée suite justement à un problème, je veux dire à une discussion qui avait fuité, où il avait essayé de faire pression déjà sur le président ukrainien, on s'en rappelle, pour qu'il entame des procédures contre le fils de Hunter Biden. Et donc, c'est resté pour lui quelque chose d'important. Alors, on sait bien, on le voit tous les jours, qu'il a une rancune tenace. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soutienne l'Ukraine. Ici, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la rhétorique des Européens, c'est qu'ils n'ont pas dit on va faire un contre-plan. Mais dans la réalité, c'est ça, en fait. Mais remarquez que tous les Européens disent, on vient encore de l'entendre, le plan américain. Mais honnêtement, ça n'est plus le plan américain. C'est un plan revu par les Européens. Mais c'est évidemment très fatigant parce que c'est au moins la 4e fois que ça arrive. Trump souffle le chaud et le froid. Et chaque fois, il faut d'urgence que les Européens interviennent, soutiennent évidemment le président Zelensky, qui lui-même est prêt à aller aux États-Unis, qui doit faire attention tout de même à ménager la personnalité de Donald Trump. Et donc, honnêtement, on a l'impression qu'on est face à un apprenti sorcier. Je suis vraiment effrayé, on l'est chaque fois, mais ici en particulier, puisque, comme on vient de le montrer, il est très probable que la diplomatie américaine soit téléguidée par les Russes, et chapeau, honnêtement, aux diplomates russes et derrière à Vladimir Poutine, qui sont redoutables dans cet exercice. Ouais, les Européens aussi, peut-être qu'ils ont eu Steve Witkoff au téléphone pour justement les conseiller de comment se comporter. Et puis je vous trouve dur avec l'empathie de Donald Trump. Vous avez vu tout à l'heure avec les dindes. Là, il en a eu évidemment de l'empathie. Juste pour les dindes, le président américain. Évidemment. Vous vouliez réagir à ça, Simon Desmond? Oui, alors d'une part, effectivement, je pense que la seule vision politique qui sous-tend plus ou moins l'action de Trump, elle est totalement en fait en ligne avec l'ADN des nationaux conservateurs qui ont pris le pouvoir, grosso modo, actuellement aux États-Unis. Alors, c'est un peu 50 nuances de politique étrangère, il y a beaucoup de divisions entre eux, mais on peut quand même s'accorder sur une sorte de ligne de fond entre eux qui serait de dire, en fait, le monde tel qu'on l'a connu du lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à plus ou moins le premier mandat de Trump, c'est terminé. Désormais, on revient à un monde très 19e siècle dans sa logique, qui est un partage du monde entre grandes puissances. Et où, pour reprendre Thucydide, le fort fait ce qu'il veut et le faible subit ce qu'il doit subir. Et en fait, si on doit trouver une logique politique à Trump, derrière tout ce que Stéphane et Serge ont souligné, qui est tout à fait juste sur les liaisons très dangereuses entre milieu d'affaires et milieu politique, c'est ça en fait. C'est l'idée d'un monde très brutal, un retour à l'expression de la force brute entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Stéphane, oui, avec une nuance, c'est que l'Europe est parfois forte, mais surtout elle est parfois faible. Et quand elle décide d'être forte, elle a quand même un point de vue qu'elle parvient à mettre entre la porte pour éviter évidemment que le grand fort vienne à imposer totalement. Donc ça, c'est l'ambiguïté évidemment européenne. Mais les deals sur l'Ukraine se font dans le dos de l'Europe actuellement. Et puis il reste quand même toujours le même problème, c'est la volonté idéologique et politique des Russes et de Vladimir Poutine. Après, pardon, quel Stéphane. que soient finalement les aléas des plans, ramène toujours à la grande question, mais veut-il un règlement pacifique? Alors c'est intéressant ce que vous dites, mais imaginez Poutine, il reçoit une proposition américaine où il y a absolument tout ce qu'il veut, et 2-3 jours après, il reçoit une proposition européenne avec tout ce que veulent plus ou moins les Ukrainiens, avec certaines nuances évidemment. Comment est-ce qu'il pourrait même accepter ce deuxième plan? Mais c'est intéressant ce que vous dites, Stéphane, parce que justement, j'aimerais vous faire écouter ce qu'a dit Mike Pence. On se souvient évidemment de Mike Pence, ancien vice-président de Donald Trump lors de son premier mandat. Écoutez ce qu'il dit sur la manière justement de tenter d'arriver à quelque chose avec cette guerre en Ukraine, à propos évidemment du président russe Vladimir Poutine. I think Vladimir Putin will not stop until he is stopped. Yeah. The Ukrainian military has fought bravely. The European community, with strong leadership from the UK and America, have provided support. But at the end of the day, I think isolating Russia economically with those secondary sanctions could well be the key to moving us toward a peaceful settlement. Dans cette interview, il demande aussi plus de sanctions, évidemment, sur la Russie, Vladimir Poutine. Oui, il faut peut-être rappeler que voici tout juste un mois, Donald Trump était plutôt favorable à ça. Donc on se rappelle qu'il voulait des sanctions drastiques contre Rosneft et Lukoil, donc deux majors de l'industrie pétrolière russe.
Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et donc, effectivement, Mike Pence a probablement raison. Et d'ailleurs, c'est ce que les Européens essayent de faire. C'est sans doute. Mais évidemment, il faut réussir à aller suffisamment loin dans cette perspective. Oui, justement, Stéphane, j'aimerais vous montrer d'abord une série de chiffres. Vous allez voir, ils vont s'afficher à l'écran. 52%, oui, 52% des partisans de Trump blâment Poutine pour la poursuite de la guerre en Ukraine. Des chiffres stables depuis juin. Mais de l'autre côté, seulement 13% blâment Zelensky. Des chiffres en diminution par rapport aux 20% de juin dernier. Et puis, ce qui est dingue, c'est que 22% attribuent la responsabilité à Trump lui-même contre 13% en juin. Là, je parle bien de la base MAGA du président Trump. Est-ce que l'opinion publique américaine, Stéphane, et puis le soutien aussi bipartisan à l'Ukraine, est-ce que ça peut d'une certaine manière embêter, stopper, limiter les actions présidentielles de Donald Trump ? Bon, alors de nouveau, dans la perspective des élections à mi-mandat, qui, vous le rappeler, ont lieu dans un an, les questions de politique étrangère, sauf si elles ont une implication directe dans l'assiette et dans le réservoir à essence des Américains, n'entrent pas vraiment en ligne de compte. Et c'est vrai que l'Ukraine a toujours été soutenue globalement par une majorité de l'opinion américaine. C'est plutôt au sein, de nouveau, des républicains, là, comme sur d'autres problèmes, que commencent à apparaître certains craquements. Maintenant, rappelez quand même qu'il y a une partie significative des républicains. Beaucoup sont partis du Parti républicain depuis, forcés à partir ou ont démissionné. Mais dans la tradition républicaine, le sentiment anti-russe a toujours été quelque chose de très fort. Une cause bipartisane aussi. Voilà. Le russe est quand même considéré idéologiquement comme ennemi. Il y a toujours un aspect bipartisan. Et donc ici, rappelez aussi que au Sénat attend depuis des mois en fait un paquet de sanctions contre la Russie, soutenu d'ailleurs par les leaders de la politique étrangère, dont Lindsey Graham, le sénateur de Caroline du Sud, contre la Russie, qui est un des faucons les plus anti-russes, mais qui est aussi très pro-Trump. Et ce paquet, en fait, n'est jamais passé au vote à la demande express unique de Donald Trump. Donc Donald Trump, voyant son autorité, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, diminuer sur toute une série de problèmes, ça revient évidemment à la surface, et revient à la surface la question de faire adopter ce paquet de sanctions, puisqu'on voit bien qu'amener Vladimir Poutine à la raison... du pragmatisme, comment vous le qualifiez justement ce comportement de Donald Trump ? Le fait d'un coup aller à gauche, un coup aller à droite, et finalement se laisser porter par les opinions, les chiffres. Ça a été très bien dit. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette idéologique aujourd'hui entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Il y a la conviction absolue qu'il y a un énorme business à faire, les terres rares et beaucoup d'autres choses, au Donbass ou ailleurs, avec les Russes. Et il y a une identification même idéologique sur des tas de questions sociétales entre la vision de la société de Donald Trump et plus la fascination de l'homme fort. Donc la question évidemment, c'est comment amener finalement les Américains à accepter la vision de Trump qui est pro-russe et qui entérine finalement la vision russe. C'est ça la difficulté auquel il est confronté aujourd'hui. Mais c'est pas finalement, on ne dote pas un virage idéologique spectaculaire de la part de Donald Trump qui changerait d'avis par conviction sur l'Ukraine depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. C'est intéressant ce que vous dites parce que justement ça me fait penser au livre dont je vous ai parlé en tout début de séquence, ce livre de l'excellent Régis Janté qui est un journaliste, on voit, il est à l'écran ce livre, qui est un journaliste qui était basé à l'époque en Géorgie, un livre qui s'appelle Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes, avec cette théorie aussi de dossier que les Russes auraient sur le président Trump. Mais est-il un agent russe ? Écoutez justement la réponse du journaliste Régis Janté. On l'a cultivé, c'est pas un agent russe, certainement pas. En revanche, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du KGB un contact confidentiel. Quelqu'un qu'on entretient, qu'on aide dans sa carrière, à gagner de l'argent, à avoir de l'entre-gens dans le monde, etc. Mais par ailleurs, M. Trump, par sa vision du monde, qu'on peut critiquer évidemment ou pas, comme on veut, mais en tout cas par sa vision du monde, se trouve dans une certaine proximité, on pourrait dire, avec la Russie. On a rappelé avec Serge l'impeachment lors du premier mandat. On peut aussi rappeler évidemment les accusations d'ingérence russe dans l'élection de 2016. Je dis accusations, mais tout ça a été prouvé aussi. Et il y a encore un tas d'arguments qui vont là-dessus. Est-ce qu'on en sait plus à ce niveau-là sur les liens qui unissent Donald Trump à la Russie, selon vous, Simon Desplanques ? Alors, je pense que la conversation qui a été révélée par Bloomberg avec l'aide d'Onseki, et vous l'avez bien rappelé, en fait, elle lève les derniers doutes sur une connivence intellectuelle très forte et politique très forte entre l'administration russe et l'administration de Trump. Et en fait, je pense que Régis Janté amène très bien le débat plus largement. Peu importe, finalement, on sait qu'il y a un faisceau d'indices qui est quand même très très lourd, qui montre que Trump a effectivement des liaisons très dangereuses avec la Russie. Mais, in fine, peu importe qu'il soit ou pas pour moi un agent russe, c'est quelque part l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où la véritable question qu'on doit se poser, c'est comment un homme qui a des visions aussi compatibles avec la vision du monde russe est arrivé
à la Maison-Blanche et parvient à dompter son parti. Et en fait, Stéphane l'a très bien rappelé, il a véritablement une connivence politique, une vision du monde, des questions sociétales qui est très proche de celle des Russes. D'un homme fort qui régit une société assez faible et qui va faire ce qu'on lui dit. Voilà, alors plutôt le culte de l'homme fort, une certaine vision, alors pas forcément lui, mais son entourage proche et de plus en plus dans le second mandat. Ce qu'a d'ailleurs très bien montré l'extrait de Mike Pence, c'est que le premier et le deuxième mandat ne sont absolument pas comparables, et c'est encore une nouvelle preuve ici. Mais quelque part, il n'y a pas besoin d'être un agent russe pour adhérer aux thèses russes. Tous les gens qui sont pro-Poutine dans la rue et que vous croisez en société, ne sont pas des agents russes, ce sont des gens qui sont sincèrement illibéraux dans leurs convictions et pas besoin d'être payés par Moscou pour ce faire. Ça, s'il y a un moyen ensuite de faire du business parce que ces convictions rapportent, peu importe. Ouais, en quelques mots pour terminer, juste Serge, j'aimerais vous entendre sur autre chose, plutôt sur Marco Rubio, qui a dû assurer plus ou moins le service après-vente, qui a dit lui-même, c'est un plan russe, puis il est revenu en arrière en disant non, ce sont des propositions russes qu'on a inclus dans le plan américain. Ce qu'on voit, c'est qu'il a dû venir faire ce travail par la suite, mais c'est bien Steve Witkoff qui a tout en main aujourd'hui et qui discute avec le Steve Witkoff russe. Et donc on a un petit peu les deux grands diplomates russes et américains qui sont presque au second plan, Serge. Oui, c'est vrai. En même temps, Rubio se trouve dans une situation extrêmement difficile, parce que il doit évidemment suivre la ligne de Donald Trump, et puis lorsqu'il se trouve face aux Européens, c'est tout de même difficile d'expliquer comment on est arrivé à ce plan sur lequel il n'a effectivement pas eu grand-chose à dire. Et donc, il doit louvoyer un petit peu entre tout le monde. Mais pour poursuivre ce qui vient d'être dit, c'est effectivement la grosse différence entre le premier et le deuxième mandat. Alors on a souvent dit ici, dans le premier mandat, il y avait toujours un adulte dans la pièce, mais il y avait aussi des professionnels dans la pièce. Et on a l'impression que les professionnels ont disparu. Et Marco Rubio est encore un de ces professionnels, parce que c'est tout de même quelqu'un qui est un politique, qui connaît bien la politique étrangère. Rappelez-vous ce qu'il disait Donald Trump à l'époque. Bien il entendu. Le traitait quasiment de nazi. Bien sûr, mais ça, on en a comme J.D. Vance aussi. On en a vu beaucoup faire le même chemin, mais la particularité, c'est que c'est tout de même quelqu'un qui connaît un tout petit peu le fond des dossiers. Le problème, c'est que les autres, ce n'est absolument pas le cas. Et comme on l'a dit, c'est la technique du deal, ça plaît beaucoup à Donald Trump. Et donc, on a l'impression qu'on avance comme ça très vite. Et ça explique aussi, finalement, les allers-retours de Donald Trump, parce qu'il n'y a pas une base solide. Et on se souvient que les Européens disent souvent qu'il vaut mieux essayer d'être le dernier à voir Donald Trump. Et on a un tout petit peu le sentiment que c'est ce qui se passe ici. 10 secondes, Stéphane, parce que vous me regardez avec vos grands yeux. Dans toute chose, il y a des contre-exemples dont on parlera toujours longtemps, qui est la libération des otages à Gaza, qui a pourtant été dealé, alors sous des données politiques tout à fait différentes, mais qui a été dealé par les mêmes personnes, plus Jared Kushner. Avec donc, évidemment toujours cette approche transactionnelle aussi. Une autre donne, évidemment, mais enfin qui a apporté des résultats. À suivre dans Planète Trump, avant de découvrir notre WhatsApp America, toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis. On va rebondir sur cette actualité dont on a déjà parlé la semaine dernière. Guerre ouverte entre certains démocrates et le ministre de la Guerre, Pete Hegseth. Que s'est-il passé? Élément de réponse dans la seconde partie de Planète Trump. À tout de suite. De retour dans Planète Trump, merci d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre en télévision sur l'N24, mais aussi sur YouTube. Rendez-vous compte, l'émission la semaine dernière a été vue plus de 60 000 fois, donc merci, vraiment merci de votre fidélité. On poursuit évidemment sur la politique américaine avec une affaire qui a émergé la semaine dernière. On va parler d'une vidéo qui fait bondir le gouvernement américain. Des élus démocrates, vous le voyez à l'écran, ont appelé l'armée américaine à refuser d'obéir aux ordres illégaux du gouvernement. Voyons ça en images avec Marie-Jean Riez. Dans la story US cette semaine, des démocrates qui appellent l'armée à désobéir. C'est une vidéo postée sur X le 18 novembre. On y voit 6 élus démocrates, tous anciens de l'armée ou des renseignements. I'm Senator Alyssa Slotkin. Senator Mark Kelly. Representative Chris Deluzio. Congresswoman Maggie Goodlander. Representative Chrissy Houlihan. Congressman Jason Crow. Et ils ont un message très clair pour les militaires américains. You can refuse illegal orders. You can refuse illegal orders. You must refuse illegal orders. Pas d'accusation directe, mais une référence au déploiement de la garde nationale dans plusieurs villes américaines, ainsi qu'aux frappes menées ces dernières semaines dans les Caraïbes et le Pacifique. Cette vidéo est rapidement devenue virale et a provoqué la colère de Donald Trump, qui a dénoncé un comportement séditieux, qui serait même selon lui passible de la peine de mort. Et depuis, c'est l'escalade.
Le ministère américain de la guerre a annoncé lundi avoir ouvert une enquête à l'encontre de Mark Kelly, l'un des élus de la vidéo et le seul toujours soumis aux règles militaires. Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, est même allé encore plus loin, en accusant Mark Kelly de porter ses médailles militaires à l'envers. Raté, puisque selon les experts, cette photo est en fait un selfie, ce qui explique que les médailles apparaissent dans le mauvais sens. Et Mark Kelly n'est pas le seul à être inquiété. Les autres élus démocrates affirment eux avoir été contactés par le FBI pour une possible enquête. Les élus accusent le gouvernement américain d'instrumentaliser la police fédérale. Affaire à suivre donc. Affaire à suivre donc. Serge Jomin, question un petit peu peut-être idiote, mais qu'est-ce qu'on leur reproche à ces élus démocrates ? Alors on a aussi ici un formidable exemple des tensions au sein de l'administration américaine aujourd'hui, parce que c'est tout de même un élu, donc une des personnes qui fait les lois, donc qui appartient au pouvoir législatif. Et que dit-il ? Il dit simplement il faut respecter la loi, quels que soient les Américains, et donc y compris les soldats. Et quand on écoute vraiment ce qu'il dit, et qu'on entend de l'autre côté Donald Trump laisser entendre qu'il devrait être condamné à mort pour dire ça. Sédition, hein, pendez-le presque. Sédition, pendez-le, etc. Et on est en train d'imaginer finalement qu'on devrait le rappeler sous les drapeaux pour lui permettre de passer en cour martiale. Enfin, on est dans le surréalisme le plus complet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout de même un certain nombre d'élus républicains qui commencent à dire qu'ils n'auraient probablement pas dû dire ça de leur point de vue, mais que par contre Donald Trump devrait être très attentif à ce qu'il dit, parce que là il a dépassé toutes les limites, dans le sens où on a un militaire qui doit obéir de la même manière aux lois qui sont réalisées par les législateurs. Donc ça, c'est un élément important. L'autre point, on aura l'occasion d'en parler sans doute, c'est que la personnalité ici qui donne ça, c'est un ancien militaire, et donc c'est quelqu'un qui est très respecté aux États-Unis, et c'est gênant pour Donald Trump parce que derrière lui, il y a tous les vétérans qui risquent évidemment de sentir que parce que c'est leur liberté de parole, parce que c'est ça l'autre élément. Non seulement il est plus alarmé, hein. Il peut parler. Il peut parler, mais non seulement comme élu, mais aussi comme Américain. C'est la liberté d'expression, de laisser entendre cela. Mais ce n'est pas n'importe qui justement, dit ça. C'est intéressant parce que, et pour ceux qui nous suivent, le rapport aux vétérans de Donald Trump a toujours été compliqué, avec parfois des déclarations qui sortent de l'ordinaire, même si on commence à s'y habituer avec le président américain. Stéphane, on l'a vu à l'écran il y a quelques instants, Mark Kelly, et Serge l'a dit, hein, c'est pas n'importe qui, héros de guerre, ancien astronaute de la NASA. Alors c'est vraiment, est-ce que c'est malin de s'attaquer à un personnage sans doute comme pas, lui ? parce que Mark Kelly, c'est vraiment la définition du American Hero, hein, le héros américain, le gars qui se lance en politique, mais qui a été militaire, qui s'est retrouvé en Irak, qui s'est retrouvé donc sur les terrains de combat, mais surtout qui était astronaute, et pas une fois, il a fait 4 missions, 4 missions spatiales, et en plus, il a payé le prix du sang, enfin en tout cas dans sa famille, de la violence politique, puisque sa femme était une représentante démocrate qui a été grièvement blessée, qui est handicapée à vie par une attaque contre sa vie. Donc il sait ce que c'est la violence dans le combat politique. Donc c'est sans doute effectivement la limite qu'il ne fallait pas. Et c'est en plus une des étoiles montantes. Il vient de l'Arizona et c'est un pragmatique en même temps. C'est quelqu'un très orienté solution. C'est pas un idéologue. Et donc sans doute là, c'est la limite qu'il fallait sans doute pas franchir en attaquant, et surtout attaquer à nouveau, comme l'a très bien dit Serge, avec tant de violence et de la haine. Il lui a enlevé sa pension, des enquêtes qui sont lancées, le Pentagone, l'FBI... Il est au civil, donc il ne peut plus être rappelé, et donc on veut le ramener en cour martiale, lui retirer sa pension, lui enlever ses médailles. C'est quoi, c'est un acharnement pour vous ? C'est de la vengeance pure, c'est de la vengeance, de la revanche idéologique pure, telle d'ailleurs que Donald Trump, ce type de vengeance qu'il a aujourd'hui contre tous ses opposants. Donc ce n'est pas juste une analyse objective d'une situation, et rappelez juste en un mot pourquoi, mais ça vous rappellerez, finalement, les cas qu'il met en avant, c'est évidemment la présence des troupes, on l'a dit, de la garde civile et d'autres dans les villes américaines, et puis c'est aussi dans le cadre de l'attaque contre les supposés trafiquants de drogue dans le Pacifique, qui sont abattus purement et simplement sur leurs embarcations actuellement. Et donc, c'est un contexte, effectivement, qui est particulier, surtout pour Mark Kelly. D'ailleurs, on ne parle que de lui, par rapport aux 5 autres démocrates. C'est vrai qu'à vous entendre, ça peut être risqué de s'attaquer comme ça à un héros de la nation, mais en même temps,
Simon Desplan, comment est-ce qu'on peut qualifier, ou plutôt quel rapport Donald Trump entretient-il justement avec l'armée américaine, Simon? Alors je pense qu'il faut poser le cadre et rappeler que, article 2 de la Constitution des États-Unis, le président est chef des armées. Bon, ça paraît clair, mais en réalité, quand on plonge un peu dans le détail, il faut quand même nuancer. D'une part, ce n'est pas une armée personnelle, les États-Unis ne sont toujours pas une dictature, et quand un militaire américain prête serment, il prête serment au drapeau et à la Constitution, c'est-à-dire le respect de la Constitution, mais également des lois qui en découlent. Et c'est là où Trump semble avoir un problème avec sa vision très centrée sur lui-même du pouvoir, très quelque part dictateur romain compatible, avec cette idée que ce serait son armée. Et il a effectivement une fascination pour l'outil militaire, notamment le défilé qu'il avait organisé pour... Après avoir été séduit par le défilé de Macron en France. Exactement. J'en veux aussi, moi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Belgique et en France, un défilé militaire, ça ne nous choque pas, mais en réalité, dans une démocratie, c'est bizarre. En fait, c'est pas la norme, pas du tout. Et quand les militaires américains ont entendu cette idée pour la première fois, beaucoup ont levé les sourcils en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Pourquoi est-ce qu'il veut ramener ce qui est typiquement l'apanage des régimes un peu dictatoriaux, voire carrément illibéraux et style nord-coréen, etc. Bon, alors maintenant, venons-en un petit peu au cœur de la discussion du point de vue plutôt juridique. Effectivement, ce que disent les démocrates n'est pas faux d'un point de vue légal. En réalité, les soldats américains ne sont pas tenus d'appliquer tout ordre. Très clairement, les articles du code unifié de la justice militaire le disent très clairement. En fait, les soldats américains ne sont tenus qu'à obéir à des ordres légaux. Bon, ça c'est le principe, et c'est un héritage de Nuremberg. On veut étant donné qu'on est une démocratie, on veut éviter l'excuse très commode. En fait, j'ai obéi. On m'a dit de le faire, je l'ai fait. C'est le fruit de Nuremberg, littéralement. C'est la descendance spirituelle et intellectuelle de Nuremberg. L'idée qu'un militaire ne doit pas exécuter des ordres aussi manifestement illégaux que, par exemple, l'exécution de civils non armés. Et on l'a rappelé, c'est la question. Oui, mais dans ce cas-là, c'est un ordre manifestement illégal. Alors après, il y a toute une série de zones grises, parce que dans le cadre de la justice militaire américaine, la charge de l'illégalité, la charge de la preuve, incombe à celui qui refuse d'obéir. Et donc, évidemment, ça vous met en tant que militaire dans une posture un peu plus complexe. Mais il y a quand même un substrat, quelques éléments clés, et notamment ne pas exécuter des civils non armés ou torturés, qui sont, jusqu'à présent, considérés comme relevant, comme fondant un ordre illégal. C'est fou de devoir le rappeler quand même. Oui. Et c'est dingue que ça fasse autant scandale, simplement, des élus démocrates. est complètement en porte-à-faux avec ça. Quand on écoute son discours de Quantico, etc., on lui rappelle quand même que le job d'un militaire, c'est, je cite en anglais, mais c'est de tuer des gens et de détruire des trucs. Et de maigrir aussi, parfois. Et de maigrir, et puis n'oubliez pas que les gens se foutent bien de lui en ce moment avec justement toute cette affaire des médailles. Avec Marie l'a rappelé, simplement la photo est inversée puisque c'est un selfie et donc les médailles dans le bon sens. Stéphane, quelques mots avant de parler justement de l'atmosphère externe. Ramener tout ça dans un contexte qui est encore un peu plus large, qui est à nouveau la volonté explicite de l'administration Trump de détruire toutes les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, de changer l'ordre des choses, le check and balance, que ce soit la justice, que ce soit la politisation, je dirais, de l'armée, que ce soit toutes les institutions. Et donc finalement, ceci rentre dans le même cadre, c'est-à-dire ramener au pouvoir exécutif, donc à la présidence des États-Unis, le pouvoir absolu sur tous les pouvoirs. Et donc ici, on peut discuter à l'infini effectivement sur le respect ou non de la loi, mais en fait... C'est pas ça qui est en jeu, en fait. Pour lui, c'est pas ça qui est en jeu, puisque la volonté même, c'est de bypasser la loi, c'est de la rendre caduque, et d'obtenir finalement, in fine, à la Cour suprême des États-Unis, l'instance supérieure américaine, la validation politique, entre guillemets juridique, de toutes ces décisions. Il faut toujours amener ça au bout du compte, c'est la justice et la Cour suprême qui tranchera, et la Cour suprême, elle est pro-Trump. Et n'oubliez pas qu'il a dit lui-même, Donald Trump, il n'y a pas de loi illégale pour moi, puisque je suis le président américain et que c'est moi qui vais justement fixer... Quand le président le fait, c'est pas illégal. Ça, je m'en voulais réagir. Et donc, oui, en fait, c'est vrai, mais l'élément... Donc, il y a une volonté de détruire, de revoir les institutions, mais il y a d'abord une volonté d'intimider. Et je pense que c'est un élément important, et Mark Kelly l'a bien compris, parce qu'il multiplie maintenant les interviews, et en disant, comme Stéphane vient bien de le dire, écoutez, moi j'ai été au combat, il a mené 39 missions de combat, c'est un militaire d'actif. Irréprochable. Irréprochable, il dit, voilà, effectivement, son épouse a reçu une balle dans la tête, elle est gravement handicapée.
Et il dit, bon, il a été dans l'espace, enfin, c'est quelqu'un qu'il est difficile d'intimider. Et il joue fortement sur ceci. Et finalement, comme on est en train de le dire, ça devient une étoile montante de ce fait-là, parce que c'est un démocrate qui en impose et qui est capable, finalement, de répondre à Donald Trump. Et je pense que, d'une certaine manière, ça va conduire à lui donner une certaine aura dans le parti démocrate, parce qu'il a réussi ainsi à s'imposer. Ce qui est particulier, c'est effectivement de l'écouter lorsqu'il dit à Donald Trump, vous feriez bien tout de même de vous calmer un peu, de peser les mots que vous prononcez. Et c'est un peu particulier parce qu'il s'adresse au président des États-Unis tout de même. Enfin, on pourrait penser que c'est un petit peu l'inverse. C'est le rôle du président d'essayer de mettre tout le monde ensemble, de calmer en quelque sorte les passions. Et ici, c'est l'inverse. Et donc, on est aussi dans un système de véritable brutalisation de la politique. Et je pense que c'est un point qui caractérise toutes les actions de Donald Trump ces derniers temps. Ouais, Stéphane, si Trump avait créé justement une atmosphère propice à l'amour, à l'entraide, à la camaraderie, à la fraternité, ça se saurait, mais c'est tout le contraire. Là, c'est un climat de haine, de division, d'attaque permanente. Est-ce qu'il a une responsabilité aussi dans le durcissement aussi de ses relations, le président Trump, avec une partie des démocrates, mais vous l'avez rappelé, Serge, certains républicains pour qui cette histoire, elle passe très très mal aussi, Stéphane. Hein. C'est-à-dire qu'à force, effectivement, de prôner la violence et la violence politique, puisque lui-même... mais en fait, il la prône dans un seul sens. Il condamne, évidemment, tout ce qui est... la violence venait dans l'autre camp. Donc là, c'est carrément... Antifa. Voilà, c'est carrément un danger contre l'État. Oui, c'est une trahison. Mais il prône... Rien que le message vidéo, il parlait de sédition, il parlait de peine de mort. À force, sur tous les problèmes, d'être brutal, comme vient de le dire Serge, c'est clair que ça crée une atmosphère dans le pays qui ne n'est pas neuve, parce que c'est pas Trump qui a inventé la violence politique aux États-Unis. Certainement pas. Mais ici, là où il en a fait une arme spécifique, c'est qu'évidemment, il ne fédère plus le président des États-Unis, il est à la tête des institutions, et il rassemble finalement les deux camps, ce que non seulement il ne fait pas, mais il renie complètement, puisqu'à nouveau, la source même de son pouvoir assumé, c'est chaque fois de parler à sa base politique. Les 20 à 25% d'Américains qui lui sont inconditionnels, quoi qu'il fasse, hein. Et il veut les garder mobilisés, parce qu'il est convaincu que quand les élections arrivent, tout est une question de mobilisation politique dans un pays où les gens votent peu de nouveau, et c'est à celui qui mobilise le plus son camp. Donc au plus vous chauffez à blanc votre camp, au plus pense-t-il, vous avez une chance de gagner ces élections. Mais évidemment, il y a d'autres facteurs, dont le facteur économique, évidemment, qui jouera beaucoup en 2026. Pour terminer, Simon Desplanques. Ce qui est un peu paradoxal, effectivement, et on l'a souligné en revenant sur la personnalité de Kelly, mais c'est qu'en fait, l'armée américaine est l'une des dernières institutions qui est plus ou moins considérée comme fiable et en laquelle une majorité, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais il faut aller voir le Pew Research Center pour ça, a plus ou moins confiance. Et en s'attaquant aussi frontalement à cette institution, Trump, en fait, risque véritablement de s'aligner une base importante, notamment les anciens, pas que, mais les anciens vétérans d'Irak et d'Afghanistan, qui ont été déçus de la manière dont ils ont été accueillis, considérés. Il y a un parallèle assez intéressant. C'est important pour les Américains, ça. Hein, tout à fait. Et la figure du héros de guerre aux États-Unis, elle est beaucoup plus centrale que chez nous en Europe. C'est vrai que l'armée restait relativement tranquille. On a vu la justice, les médias, la santé même, évidemment, attaquer un petit peu de toutes parts. Vous restez en place, évidemment, parce que dans quelques instants, on va s'arrêter sur toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis, notre What's Up America, avec notamment une certaine Marjorie Taylor Greene, un Trumpiste des Trumpistes, qui d'une certaine manière est en train de claquer la porte du camp républicain. Tout ça, c'est dans la troisième et dernière partie de Planète Trump. C'est d'ici une poignée de secondes. Restez bien avec nous tout de suite. Et avant de se quitter, quelles sont ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis? Tour d'horizon dans notre WhatsApp America. Ouais, ça fait toujours sourire ce jingle, évidemment. Le WhatsApp America, toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis. Et on commence avec ce reportage du New York Times qui n'a pas du tout plu à Donald Trump. L'article commente le fait qu'à 79 ans, le président américain commence à montrer des signes de fatigue. Après cet article, il est basé sur des faits, sur des chiffres. La journaliste, elle relève que le nombre d'apparitions publiques du républicain entre son investiture le 20 janvier et le 25 novembre est en baisse de 39% par rapport à la même période de son premier mandat. Et puis il y avait aussi
aussi cette photo, vous allez voir, qui avait beaucoup tourné, cette tache bleue, cet hématome sur sa main, en plus de ses chevilles qui seraient enflées. Mais l'état de santé du président a toujours été, on peut le dire, un débat aux États-Unis, en particulier pendant la période Biden. Et Trump, il veut absolument se démarquer de l'ex-président, même si comme lui, ça lui arrive de s'endormir, comme récemment lors d'un briefing de la Maison-Blanche, alors que son dernier bilan, on peut le dire, de santé, qui date de début octobre, affirme officiellement, je cite, que le président américain jouit d'une santé exceptionnelle. Et comme attendu, Donald Trump s'en est pris au célèbre quotidien qu'il qualifie d'ennemi du peuple. Voici un tout petit bout de ce qu'il a publié sur son réseau social. Ce torchon bon marché est vraiment un ennemi du peuple. Katie Rogers est une journaliste de seconde zone qui est laide extérieurement comme intérieurement. Le New York Times a publié une attaque disant que je suis peut-être moins énergique, alors que les faits montrent le contraire. Ce torchon bon marché... Ouais, on l'a même remis. Il y va, le président américain. Le journal, de son côté, dénonce évidemment des injures et des insultes personnelles en affirmant que ces journalistes ne tiendraient pas compte de ces tactiques d'intimidation. Il a l'air fatigué, Donald Trump, Stéphane Rosenblatt. En même temps, il a 79 ans. On ne peut pas lui enlever qu'il est très volontaire dans ce moment. Là, nouveau, c'est un peu l'arroseur arrosé, parce que nouveau, c'est qui a mis en avant la question... Sleepy Joe, c'est ça ? De Sleepy Joe, mais pas une fois, pas deux fois. Sleepy Joe, ça revient 10 fois dans chaque intervention de Donald Trump. Donc c'est lui qui en a fait en fait la question de l'énergie, et en plus ça lui touche vraiment sous la peau, under the skin. C'est vraiment quelque chose qui lui est particulièrement important de faire paraître, c'est cette énergie. Bon, on peut le dire à son maquillage aussi, notamment. Il n'est pas le premier, il a l'âge de ses artères. En soi, personne ne pourrait dire que Donald Trump est particulièrement peu vigoureux. Non. Il a des activités, il voyage à travers le monde, il est quand même omniprésent jour et nuit, nuit sur ses réseaux sociaux, avec des décalages jour horaires lors de ses activités. Donc s'il n'avait pas lui-même mis la barre très haut et l'incapacité qu'il a d'empêcher finalement son âge d'agir, puisqu'il est le président en exercice le plus âgé aujourd'hui, du haut de ses quasi 80 ans. Donc finalement, il récolte ce qu'il a lui-même semé, il le récolte à sa manière, c'est-à-dire en insultant, en attaquant, insultant d'ailleurs gravement, parce que y compris le physique de journaliste. Encore, voilà, et c'est pas fini. Et c'est pas fini, parce qu'effectivement, le mandat avançant, la question à nouveau de sa santé, et la question aussi de sa santé intellectuelle, puisque la sénilité, la démence, tout ça sont déjà des arguments qui commencent et qui apparaissaient déjà à la fin de son premier mandat et qui vont continuer évidemment à s'amplifier au fur et à mesure que son mandat va avancer. Serge, et avec aussi une énième attaque contre une journaliste et à nouveau une femme. Bien entendu, et des attaques tout de même très désagréables, sexistes. On est habitué avec lui. Ah pardon, attendez, oui, avec lui. Oui. Parce qu'a priori, un président américain qui dit ça, je pense que ça fait la une de toute la presse de n'importe quel pays. Je pense qu'il y a pas mal de choses que fait Trump qui se distinguent des autres présidents. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que si vous interrogez le public, même ici, personne n'a en tête qu'il y a une telle diminution de sa présence. Au contraire, et d'ailleurs, cette émission le prouve. Il y a peu d'émissions, je pense, qui sont des émissions consacrées uniquement à Trump, parce qu'on a l'impression qu'il est omniprésent. Et c'est ça sa force. C'est-à-dire que c'est un homme de médias qui sait comment utiliser les médias et qui fait que de petites interviews sont toujours des interviews chocs qui, évidemment, font la une des médias. Et donc, du coup, on a tous l'impression qu'il est présent sans cesse. Donc, merci le New York Times qui a fait une enquête simplement sérieuse en montrant qu'il fallait peut-être faire une distinction entre cette image et la réalité de son travail. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, on est tous tout de même très sensibles à ce que l'on trouve dans les médias, sur les réseaux sociaux. On le voit aussi tweeter sans cesse. Et donc, on se dit, il est aux affaires, il passe sa vie à cela. Alors qu'en réalité, et le New York Times le montre bien, il a ses longues parties de golf et ces périodes dans lesquelles il ne travaille pas. Il n'est sans doute pas un des présidents les plus actifs, mais ce n'est pas l'image qu'il donne. Stéphane, en deux mots. Une seconde, c'est pas une première. Le deuxième mandat de Ronald Reagan, bien sûr, n'était que ça. Bien sûr. Effectivement, mesurer son taux d'activité. Et le fonds de campagne de Kennedy, pour remonter encore plus loin dans le temps, c'était aussi de se démarquer par rapport à Eisenhower, qui était vieux et coulant. Autre actualité que je voulais vous montrer ce soir, c'est le réseau social X qui a décidé d'activer un nouvel outil pour savoir où ont été créés certains comptes et surtout d'où ces comptes s'expriment. Regardez par exemple le mien, vous allez le voir, mon compte a été créé en Belgique et je m'exprime depuis la Belgique, Breaking News. Et cette localisation a permis d'exposer une vaste galerie de faux comptes, des profils pro-MAGA présentés comme patriotes et qui apparaissent en réalité pilotés depuis le Nigeria, depuis l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh ou encore la Roumanie. Puis certaines publications issues de ces comptes ont même été partagées par Donald Trump lui-même, qu'on a pu le constater justement avec un journaliste de la BBC. Vous le voyez à l'écran,
avec ce compte notamment, vous pouvez suivre, hein, Fan Trump Army, qui est donc basé en Asie du Sud. Voilà, c'est très pro-MAGA, America First, comme un peu les casquettes aussi, hein, qui sont fabriquées en Chine et qui sont vendues aux États-Unis. Et pour terminer, je devais vous montrer ceci. Est-ce que vous vous souvenez de cette personne? I'm running to stop gun control. Open borders. The Green New Deal. And socialism. Democrats fight for their socialist agenda every single day. I'll fight even harder to stop them. I'm Marjorie Greene, Republican for Congress. Save America, stop socialism. Alors si ça c'est pas américain, il faudra m'expliquer. Hein. La fameuse Marjorie Taylor Greene, une républicaine trumpiste, conspirationniste pure souche et qui partage plein de choses en commun avec Donald Trump, vous l'avez vu dans cette vidéo notamment, eh bien elle a décidé de démissionner de son poste au Congrès après avoir vu son président être réticent à l'idée de dévoiler les documents de l'affaire Epstein. Elle accuse Donald Trump de trahir sa base et expose aussi la lassitude d'élus républicains qui sont cantonnés au rôle de second couteau devant l'hyper-président Trump. Cette démission, elle a provoqué aussi la stupéfaction et elle expose aussi les divisions au sein du Parti républicain. Une démission qui a aussi alimenté les spéculations sur des possibles démissions supplémentaires d'élus républicains. Une perspective, on peut le dire, dangereuse pour le parti, à la majorité extrêmement fine au Congrès, on le rappelle évidemment. Simon Desplanques, un mot là-dessus. Justement, votre regard sur ce que nous dit cette affaire de Marjorie Taylor Greene qui va claquer la porte du côté républicain? Moi, j'ai toujours trouvé particulièrement savoureuse parce que c'est sans doute la principale, je dirais, l'une des premières figures qu'on a vu émerger dans le sillage de cette fameuse théorie du complot QAnon et qui a endosser tous les fondements de cette théorie du complot qui, pour rappel et pour schématiser à très grands traits, part du principe qu'il y a aux États-Unis et dans le monde une cabale pédosataniste organisée par une série d'élites socialistes, démocrates, hollywoodiennes, peu importe, qui volent des enfants pour en extraire le sang et ensuite trouver un remède à la vie éternelle. Je caricature à peine, c'est véritablement la prémisse de base de QAnon. Bon. Et c'est effectivement un discours qu'elle a porté, qu'elle a endossé publiquement dans ses interventions publiques. Elle s'est fait élire sur cet agenda en Géorgie. Et on peut, contrairement à Trump, lui reconnaître un grand mérite, c'est la constance de ses positions. Parce qu'en réalité, vous l'avez rappelé, mais effectivement, c'est suite au démêlé de Trump sur l'affaire Epstein qu'elle se dit qu'elle va peut-être claquer la porte, parce que les révélations tant attendues ne sont jamais arrivées. Il l'avait dit, Élysée, moi je vais vous révéler tout ça. Elle avait dit Élysée, Donald Trump, parce qu'il va vous révéler tout ça. Et donc c'est à peu près logique et normal de l'avoir justement un petit peu s'énerver là-dessus. Un mot quand même, parce qu'il y a d'autres républicains derrière, parfois un peu moins, comment dire, un peu folklorique. Oui. Merci Simon Desplanques, mais qui pourrait suivre, Serge. C'est évidemment une image et tout le monde la connaît. Elle a joué aussi un rôle très important dans les élections des différents speakers à la Chambre des représentants et donc c'est aussi un élément important. Mais ce n'est pas la seule divergence avec Donald Trump. Il y a aussi les questions liées notamment au visa sur lesquelles elle n'était pas entièrement d'accord avec lui et il y a aussi tout de même les interventions étrangères des États-Unis, que ce soit notamment en Iran, et donc et maintenant ce qui est en train de se passer autour du Venezuela, et donc elle a pris des positions très dures de ce point de vue-là, mais des positions qui sont finalement celles de Donald Trump, celles qu'il a défendues, et donc elle a une certaine cohérence. Alors il semble en tous les cas qu'elle va attendre le début du mois de janvier pour partir, parce que semble-t-il que ça lui permettrait de toucher sa pension, et par la suite, on voit déjà peut-être ici, on en parlait déjà les fois précédentes, se profiler l'après-Trump. Parce que ce n'est pas impossible qu'elle continue avec la notoriété qu'elle a gagnée. Il est probable qu'elle va continuer à faire de la politique. Il est probable qu'elle va continuer à être une figure dont on va parler, qui va se faire inviter dans toute une série d'émissions et qui en plus aura son franc-parler. Elle ne devra plus être contrôlée par Donald Trump. Et on se rappelle que ce qu'elle a dit, Donald Trump l'a accusée d'être une traîtresse, etc. Elle lui a dit elle lui a dit simplement qu'elle respectait les Américains et qu'elle respectait aussi sa parole, ce qui n'est pas tout à fait le cas de son point de vue de Donald Trump. Elle a même été dans une émission très démocrate, de View, elle a été critiquée notamment là-dessus et menacée de mort. Simon Desplanques et puis Stéphane pour la conclusion. Un autre point de divergence parmi ceux que Serge a très bien rappelé, c'est notamment la politique économique. Paradoxalement, elle tire sur le socialisme dans son clip de campagne, mais elle est plus à gauche économiquement que Donald Trump. Et ça pose une dernière question
je pense, sur la complexité qu'on a quand on est un leader qui se fait élire sur des prémices complotistes, à arriver au pouvoir et à maintenir cette base quand on se base sur des révélations dont on a de bonnes raisons de penser qu'elles sont fausses. Oui. Ou qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent aussi. C'est l'autre théorie. Stéphane, pour la conclusion. C'est justement sur ces désaccords économiques que ça pourrait être le plus dommageable pour la majorité républicaine dans le cadre de nouveau des élections à mi-mandat, qui sont évidemment décisives pour la continuité ou pas de la politique de Donald Trump. Merci beaucoup Stéphane Rosenblatt, merci Simon Desplanques, merci Serge Jomain. Toujours un plaisir évidemment de vous écouter tous les vendredis soirs quand on parle de politique américaine. Merci à tous les trois d'avoir accepté évidemment de venir donner de votre temps pour ceux qui nous regardent. Merci à vous d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre chaque vendredi. Merci à Richard de Wulf à la préparation de cette émission. Cette émission, vous pouvez la retrouver aussi sur YouTube. Oui, et en parlant de YouTube justement, moi je vous retrouve dimanche 18h sur YouTube et sur Spotify pour mon podcast Quel Monde. Je serai avec un reporter de guerre de retour d'Ukraine. Je vous retrouve aussi lundi 22h avec Nicolas Pipin pour Le Monde Orient. Excellente soirée et très bon week-end sur les 24 minutes.